pendant l'étude de la loi au Parlement français, les parlementaires au début, quand ils ont parlé de fracturation hydraulique, quand ils ont parlé de faire une loi pour interdire la fracturation hydraulique ou pour interdire l'exploration et l'exploitation de gaz de schiste, le gouvernement a essayé de leur faire croire que les entreprises, quand elles avaient déposé leur permis, les dossiers ne disaient pas quelles étaient les techniques qu'ils allaient employer. Et la meilleure façon que les députés et les sénateurs ne le sachent pas, c'était de ne pas leur donner les dossiers, c'est-à-dire les demandes de permis déposées par les entreprises. Donc pendant tout le débat parlementaire, eh bien, les élus n'avaient pas les permis. On leur a dit que les permis n'étaient pas disponibles et que de toute façon les permis étaient muets, qu'ils n'expliquaient pas les techniques qui allaient être utilisées. Et les députés l'ont cru, et les sénateurs le croyaient, jusqu'au moment où, grâce à l'action collective des collectifs contre le gaz de schiste au niveau national, on a pu faire saisir par la justice les permis. Donc aujourd'hui, on a tous les permis, et on a présenté ces permis aux sénateurs le jour même où le débat commençait au Sénat. On leur a présenté les permis, et dans tous les permis, que ce soit ceux de Total ou de Schumbach, il est marqué noir sur blanc, graphique à l'appui, dessin, croquis, que la seule technique qu'ils allaient utiliser, c'était la fracturation hydraulique. Donc, le gouvernement a essayé de mentir pendant la loi, mentir par omission, pour que les députés et les sénateurs n'aient pas les éléments du débat. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très grave. Et le dernier argument qui a été avancé par la ministre de l'écologie, Madame Kosciusko-Morizet, dans son déplacement en Lozère il y a un mois de ça environ, c'est que grâce au classement UNESCO des Causses et des Cévennes, il n'y aura pas de risque de fracturation hydraulique. C'est un mensonge pur et simple. C'est un mensonge pur et simple. Et beaucoup de médias ont colporté ce bruit selon lequel, s'il y avait le classement UNESCO, les Causses et les Cévennes seraient protégés. Ce n'est pas vrai. Rien n'oblige, il n'y a aucune obligation dans un classement de ce type-là. Aucune obligation. Ce qui veut dire de manière évidente, c'est que si demain les permis ne sont pas abrogés, malgré le classement UNESCO, ça continuera. Le 14 avril dernier, on a organisé la première réunion des collectifs contre le gaz de schiste au niveau européen, qui regroupait des délégués, évidemment, qui venaient de France, mais aussi de Belgique, de Hollande, de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de Pologne, et de Suède. Et donc on a décidé de mettre en place une coordination européenne pour pouvoir lutter aussi au niveau européen contre les compagnies pétrolières et gazières. Alors, il faut savoir que déjà 2 pays ont mis en place un moratoire contre l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste, qui sont la Suède et la Suisse. Et la Suisse a mis son place au moratoire contre qui? Contre un de ses résidents les plus célèbres, M. Schumbach. Donc M. Schumbach on lui a demandé de quitter la Suisse, et donc aujourd'hui il est orphelin de son propre pays, mais je pense qu'il est beaucoup mieux au Texas qu'en Suisse, et donc pour l'instant il reste aux États-Unis. Donc il y a 2 pays qui ont mis en place un moratoire, des collectifs se sont mis en place en Grande-Bretagne, se sont mis en place en Hollande et en Grande-Bretagne, où, comme Vincent vient de le dire, dernièrement 2 fracturations ont donné lieu à des séismes concomitamment. On voit là aussi que la mobilisation se fait. Le pays le plus aujourd'hui en pointe pour l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste, c'est la Pologne. Les compagnies sont parties en Pologne. Les 2 plus grosses américaines, Chevron et Exxon, se sont mobilisées en Pologne. Total, voyant qu'ils étaient en train de perdre du terrain en France et que ça risquait de mal tourner en France, s'est immédiatement retourné vers Exxon, son collègue américain, et a pris 49% des parts dans l'exploration d'Exxon en Pologne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Total est allé directement sur le terrain polonais.
Alors qu'est-ce qui se passe en Pologne? Comment ça se passe? Bien, le gouvernement a ouvert complètement son territoire aux compagnies. Le sous-sol appartient à l'État, mais les compagnies peuvent aller sur les territoires. Les élus ne sont pas au courant. Les élus n'ont eu visite ni des personnes des ministères, ni bien sûr des compagnies. Et les gens dans les villages ont vu arriver les camions et ont vu commencer par arriver d'abord les camions vibreurs pour faire les premières prospections sur la taille des couches. Et ces visites de camions vibreurs se sont faites à 100, 200 mètres des maisons. C'est-à-dire qu'ils ont traversé les villages en vibrant. J'ai vu les photos, les maisons sont toutes fissurées. Le maire des villages, personne ne nous a prévenus. Ils sont passés comme ça, ils ont traversé. Il y a des puits, parce que les puits sont très peu profonds, se sont retrouvés avec la vibration complètement foutus en l'air. Donc des puits qui se sont retrouvés, des fermes sans eau, il n'y a pas d'adduction d'eau. Chaque ferme ou chaque habitation a son propre puits. Et donc les gens se sont retrouvés dans certains villages sans eau, à tel point que ce sont les entreprises, Chevron dans ce cas d'espèce, qui a payé pour reforer d'autres puits à côté. Si ça n'avait pas été leurs camions qui avaient causé les dégâts, je ne vois pas pourquoi ils auraient fait d'autres puits. Donc ce qui montre bien, là aussi, qu'ils sont passés absolument sans aucun débat démocratique et en imposant aux populations une situation invraisemblable. Donc j'ai interpellé l'autre jour, puisque je m'y suis rendu dans le cadre du Parlement européen, j'ai rencontré le Premier ministre polonais, puisque la Pologne prend la présidence de l'Europe à partir de hier, à partir donc du 1er juillet pour 6 mois, et la Pologne va essayer de pousser dans son agenda pour les 6 mois où elle a la présidence, l'ouverture du marché européen aux compagnies gazières et pétrolières. C'est un de leurs objectifs. Donc là, on est dans une situation aussi très importante où il faut que la mobilisation qu'on mène sur le terrain ici chez nous, on la mène aussi au niveau européen, qu'on ne laisse pas les entreprises et un certain nombre d'États faire ce qu'ils veulent de leur territoire. Et cela, ils peuvent le faire parce que dans le cadre européen, il n'y a aucune législation qui encadre les questions minières. C'est-à-dire que c'est complètement ouvert. Ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent et n'importe comment. À tel point que sur la législation sur l'eau, les directives sur l'eau, pas un mot sur ce genre de situation. Il n'y a rien qui est dit. Rien est dit au niveau européen dans la directive REACH sur les produits chimiques, sur les composants chimiques utilisés par les entreprises gazières. Rien, c'est le silence total. Donc rien n'est encadré. Et il y a absolument un refus pour l'instant des États de faire en sorte que cette question du gaz ou du pétrole de schiste soit encadrée au niveau européen. Le Conseil des chefs d'État et de gouvernement ne veulent pas en entendre parler et préfèrent que chaque État puisse faire ce qu'ils veulent. Donc on a pris une initiative au niveau du Parlement européen avec des députés des différents bords politiques, de l'ensemble de l'échiquier politique, pour demander un moratoire européen sur la prospection et l'exploitation des gaz et huiles de schiste et pour faire en sorte qu'il y ait une législation européenne qui encadre, pour faire en sorte que tous les pays soient au même niveau minimum par rapport aux risques liés aux compagnies. Si on n'a pas ce cadre, eh bien ça va être très difficile aussi d'avancer parce qu'évidemment les compagnies vont aller dans le pays le plus faible. Donc voilà là un peu le cadre dans lequel on est aujourd'hui. Donc on va profiter de la présidence polonaise pour mettre le projecteur sur la situation en Pologne. Et le 19 et 20 septembre prochain va avoir lieu la réunion, le Conseil des ministres de l'énergie de tous les pays européens, des 27 pays européens. Et on a décidé d'organiser au même lieu, en parallèle avec ce Conseil des ministres, la réunion des opposants au gaz et huiles de schiste au niveau européen pour faire le contre-sommet et ensuite pour aller dans les villages en espérant qu'on va pouvoir mobiliser la presse européenne pour qu'elle se rende compte de ce qui se passe sur les territoires et comment les compagnies sont en train de faire dans des pays où justement on essaye qu'il n'y ait aucune législation. Le grand problème qu'on a avec la Pologne, c'est qu'ils se servent, que le gouvernement aujourd'hui de M. Tusk, qui est le Premier ministre, se sert
évidemment de la vieille rivalité avec la Russie pour justifier le gaz de schiste au nom de l'indépendance nationale. Et ça, c'est l'argument qui est mis en avant pour essayer d'obliger la population à accepter la prospection et l'exploitation. Donc il y a tout un travail de pédagogie qui est en cours aujourd'hui, et malheureusement, il y a encore quelques semaines de cela, Nicolas Sarkozy, le président français, a dit au Premier ministre polonais « Ne vous en faites pas, la France ne vous embêtera pas sur l'exploration du gaz et de l'huile de schiste en Pologne ». Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que la Pologne s'est engagée à acheter 3 centrales nucléaires à la France. C'est qu'après les 2 mois dans lesquels les industriels doivent envoyer leurs lettres pour dire quelle technique ils ont employée, ensuite le gouvernement doit, dans le mois qui suit, donc ça fait un délai en fait de 3 mois, publier au journal officiel les permis qui sont prorogés ou les permis qui sont abrogés. Donc on devrait, à partir du moment où on va avoir la date de parution au journal officiel de la loi, il y aura un délai de 3 mois maximum où le gouvernement, le ministère de l'Industrie, de l'Énergie, devra publier les permis qui auront été abrogés ou pas. Donc là, ils ne pourront pas se défiler par rapport à ça. Là, c'est une date légale, ils seront obligés de l'assumer. Donc là, on va voir ce qui va se passer, et c'est vrai que c'est à partir de ce délai de 3 mois qu'on risque de voir, si les permis ne sont pas abrogés, les entreprises venir, d'abord les camions vibreurs, puis ensuite les foreuses, pour essayer d'enclencher le processus. Et je terminerai en disant que pour moi, cette phase-là, si on arrivait à cette situation-là, ça voudra dire qu'on a employé tous les moyens juridiques pour les bloquer. Alors, il restera encore évidemment la possibilité pour les communes de prendre des arrêtés interdisant ceci ou cela, et il faudra mobiliser, continuer à faire en sorte que les communes restent mobilisées en prenant des arrêtés pour bloquer les autorisations légales, mais que même si les entreprises passaient outre les décisions des communes ou que les préfets cassent les arrêtés des communes, eh bien il faut savoir et il faut qu'on s'engage dès aujourd'hui à dire nous ne laisserons pas un seul camion vibreur, nous ne laisserons pas une seule foreuse venir sur nos territoires, quitte à être en infraction avec la loi, mais il y a des moments, je crois qu'il faut mieux désobéir à la loi que d'accepter l'inacceptable.